Bonjour à tout le monde. Donc, merci au l'ASPAD, donc à mon frère et ami, le professeur Pape Farah Diallo, donc Pape Farah, et Fat Bintou, comment dire, il y a Ablaï, bien entendu, que je viens de me présenter ce matin, et bien entendu Ndeye Khadi. Donc, sur ce quatuor, peut-être, c'est Ablaï que je découvre, hein, parce que ce soit prof Fat Bintou ou Ndeye Khadi, donc ils ont eu, j'ai eu à interagir avec eux. C'est un plaisir d'être là aussi parce que je suis partiellement produit de cette université. Donc, et quand je reviens toujours, je dis que ça a vachement changé. Ça a vachement changé parce que il y avait peut-être que des villages A jusqu'au village E, F, oui, peut-être F et G. Maintenant, on me dit qu'il y a, je ne sais pas combien de villages. Combien? P. Donc, même moi, on avait ce plaisir de choisir nos chambres, hein, ce plaisir de choisir même nos draps, etc. dans ce sens-là. Mais le repas, quand même, est mieux présentement. C'est un temple aussi, parce que c'est important de le dire, de savoir-faire et de savoir-être. Et je pense que c'est un lieu unique, l'université, de connexion. Et quand je dis que c'est un lieu de savoir, parce que c'est un lieu d'acquisition de compétences, un lieu de savoir-faire, parce que c'est un lieu d'expérimentation, parce que vous êtes dans un laboratoire ici d'expérimentation, de pratique. Et c'est un lieu de savoir-être, parce que c'est là où vous construisez votre identité même en termes de posture. C'est important. Maintenant, je vais essayer de, très rapidement, de parler de la question liée un petit peu sur la citoyenneté numérique. Est-ce que vous pouvez le mettre en écran? Okay. Et quand on parle, ici on m'a demandé de parler de la citoyenneté numérique, mais j'ai ajouté sécurité cognitive et action citoyenne. Et sur cette base-là, ce qu'on va faire, c'est peut-être que avoir juste 3 objectifs. Le premier, c'est sur comprendre les mécanismes de désinformation et de polarisation numérique. Et deuxième, c'est essayer d'analyser les effets des environnements numériques sur les comportements des citoyens et démocratiques. Et enfin, concevoir, quelque part, proposer des formes d'engagement citoyen dans l'espace numérique. 5 points sur lesquels nous allons travailler. OK. Voilà. Sur 5 points, très rapidement, je pense que Ndeye Fat Bintou l'a déjà évoqué, comprendre la citoyenneté numérique. Deuxième chose, c'est sécurité cognitive et guerre informationnelle. Parce qu'en fait, il faut qu'on puisse connaître les sources, hein, donc c'est important. Et les mécanismes d'influence, de manipulation, donc notamment pour le cas du Sénégal, pour comprendre les registres de désinformation, parce qu'on est au Sénégal, et les acteurs et la porosité numérique. Donc ici, c'est comme les frontières, hein. On dit souvent que c'est la porosité des frontières, mais je ne crois pas qu'on puisse parler de porosité des frontières, parce que c'est les hommes et les femmes qui incarnent ces paysages physiques, et il y a peut-être une porosité mentale dans ce sens-là. Et enfin, les actions citoyennes. Donc, concernant l'aspect au Sénégal, par exemple, la question que je voulais peut-être poser avant cela, c'est sommes-nous encore dans une société de l'information ou dans une société d'influence? Parce que ça, c'est important. Est-ce que nous sommes dans une société d'information ou est-ce que nous sommes dans une société d'influence? Et qui dit influence, ça veut dire qu'il dit quelque part manipulation, etc. dans ce sens. Parce que je suis en face de professeurs de sciences politiques et à mon avis, toute action est par essence politique. Toute action humaine est par essence politique dans ce sens-là. Donc, quand on regarde le cas du Sénégal, l'espace numérique est devenu majeur, un espace d'expression citoyenne, mais de confrontation aussi, et de confrontation de narratifs. Quand on prend l'exemple, par exemple, de 2024, c'est ce qu'on a dit. En 2021 même, jusqu'en 2024, il y a une certaine forme de polarisation.
une montée de la polarisation, une crise de confiance entre les institutions, une forte circulation du contenu, de contenu manipulatoire et une confusion croissante entre information, opinion, militantisme et influence. Et de sorte que maintenant, ça participe même à notre porosité mentale, c'est important, parce qu'on se laisse influencer aussi. Et ça, c'est notre cas au Sénégal. Aussi, donc, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas de figure, donc, on a vu que la période électorale au niveau du Sénégal, il y a une absence après, face à cette montée de polarisation, il y a une absence de responsabilité, civique. Il y a un problème sur... Donc, une absence de responsabilité civique. Une incapacité critique souvent. Et jusqu'à présent, ce qu'on remarque parfois, je suis soit avec pour ou contre. Donc, de sorte que je n'utilise plus ma capacité critique, d'analyse critique, c'est important. Et une absence d'une incompréhension des dynamiques d'influence. Parce que très souvent, comme le dit le prof ou Fat Bintou, l'émotion prime sur la rationalité. Donc, parce que d'ailleurs en Afrique, c'est ça notre problème principal. Il y a tellement d'émotions. Et l'émotion souvent prime sur la rationalité, l'émotion prime sur le pragmatisme. Et donc, de sorte qu'il y a une absence d'un engagement éthique dans l'espace public numérique. Donc ici, à la place de l'engagement éthique, on ne se concentre plus sur l'éthique, le débat se concentre sur les étiquettes. Donc l'éthique, les étiquettes prennent le dessus sur l'éthique. Donc quand on regarde bien, les débats, c'est sur des étiquettes, donc pas forcément sur l'éthique. Donc, ici, il fallait préparer une discussion, mais on va passer. C'était de lire ici. C'était de lire ici, très rapidement, est-ce que nous, les réseaux sociaux, renforcent la démocratie? Et Tafara, il reviendra dans son défi. Est-ce qu'un citoyen partageant une fausse information, est-ce qu'il est responsable? Et quelle est la différence entre liberté d'expression et manipulation? Donc, parce que autant on demande de la liberté, parce qu'on est dans le champ de la démocratie, et qui dit démocratie dit certaines valeurs fondamentales telles que la liberté, la justice, la paix, etc. Est-ce que maintenant, est-ce que la liberté d'expression, tu créer la frontière entre la liberté d'expression et la manipulation? Parfois, la frontière, elle est basse. Donc, ceci dit, il faut comprendre la citoyenneté. Comprendre la citoyenneté, c'est aller dire qu'est-ce que c'est que la citoyenneté numérique, en ce sens. Et pour nous, la citoyenneté numérique, c'est un peu du peu cette capacité à la participation responsable dans l'espace numérique. Parce que l'espace nous appartient tous. Et quelle est notre capacité à agir de manière responsable? La participation et donc l'usage éthique de l'information. Je reviens sur la notion éthique. Parce que comment, par exemple, nous utilisons TikTok actuellement? Quelle est la différence entre utiliser TikTok dans le champ sénégalais ou africain et TikTok dans le champ peut-être chinois ailleurs? Et donc, dans ce sens-là, il y a fortement parfois des différences. Et ces différences, parfois, est-ce que j'utilise TikTok ou Instagram de manière éthique? Parce que ce que vous projetez, c'est ça qui reflète aussi votre image. Et le respect des principes démocratiques en ligne. Donc, la notion aussi de régulation. Donc, ceci étant, ici, il y a une chose importante. C'est comme aujourd'hui, vous avez 7 milliards d'individus dans le monde. Mais chaque individu est unique. Parce que si vous avez votre carte d'identité, vous allez à l'aéroport, ailleurs, vous faites votre empreinte est unique. Et donc ici, de la même chose, ça veut dire que vous avez votre empreinte numérique. Et l'empreinte numérique, c'est votre valeur symbolique. Et la valeur symbolique, c'est quoi? C'est votre image, votre leadership, vos principes, etc. Parce que vous pouvez tout perdre dans la vie. Si vous perdez votre valeur symbolique, rien ne peut se créer. C'est comme l'ASPAD. Donc, il y aura toujours des compétences à l'ASPAD. Il y aura toujours des ressources humaines qui vont venir. Mais si, par exemple, Pafara, qui incarne le leadership de l'ASPAD, a une valeur symbolique très faible en termes de valeur, en termes de principe, en termes de crédibilité, ça ne passe pas. Donc ici, aussi bien sur l'Internet aussi, vous avez votre empreinte numérique. Votre empreinte numérique, c'est à travers des traces de ce que vous faites,
Qu'est-ce que vous faites? Vos publications, vos recherches. Si sur Facebook, à chaque fois que j'ai un beau habit, je mets sur Facebook, ça veut dire que c'est ce que les gens retiendront tout le temps. Si Facebook, je suis toujours quelque part sur Instagram, parce que j'ai dansé hier, je le mets dedans, c'est ce qui me suit aussi dans ce sens-là. Et ce qui me suit, donc, qu'est-ce que je fais comme like aussi? Qu'est-ce que je fais comme clic? Qu'est-ce que je fais comme commentaire, etc. Qu'est-ce que je fais comme interaction sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je fais sur mes données de localisation? Qu'est-ce que je fais sur les activités en ligne? Et toutes ces activités-là concourent à ce que à votre identité. Définis votre identité, parce que nous sommes à cette ère-là. Parce que ce que vous faites définira votre identité. Parce que tous, en venant ici, en nous présentant aussi, chacun a décliné quelque chose qu'il fait. Mais ce que vous faites sur le net va définir fortement votre identité. Donc, la question fondamentale qui doit un petit peu animer tout le monde, c'est de dire, écoute, à titre individuel, qui te dit, serais-je à l'aise si mon contenu publié restait un petit visible pendant 10 ans? Qui serait à l'aise ici? Est-ce qu'il y a déjà publié quelque chose et quelque part, dans un oui ou non, l'effacer après? Qui? Hassan, du moins Ablaye. Qui d'autre? Oui. Et pourquoi vous l'avez effacé? Pourquoi? Parce que quelque part, vous avez dit, ah, il y a quelque chose qui cloche. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas, etc. Vous voyez, même Fat Bintou, vous avez publié quelque chose sur le féminisme, quelque part, et vous l'avez effacé. Par exemple, actuellement, on travaille sur un projet purement sur les approches féministes, avec d'autres organisations. Donc, il y avait le débat sur, comment dire, l'homosexualité, la loi sur l'homosexualité. Un collègue a publié comme ça, et en publiant, à titre personnel, il met le drapeau du Sénégal, le drapeau de l'Union européenne. Comme ça. Et un partenaire le voit. Et c'était purement personnel. On lui dit, depuis ce jour-là, on lui dit, ce projet-là, tu ne vas plus travailler dedans. Jusqu'à ce jour. Parce que pourtant, il l'a effacé. Il l'a effacé, il l'a regretté, etc. dans ce sens-là. Et donc, ici, imaginez-vous ce que vous publiez. Dites-vous, dans un horizon lointain, est-ce que je l'aurai maintenu? Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça renvoie à votre identité numérique. Ça renvoie à votre identité numérique. Donc, ici, parce qu'il y a des risques, et les risques liés à une mauvaise gestion de votre empreinte, votre identité numérique, c'est quoi votre risque? Réputation, image personnelle. C'est comme à l'université, hein, parce que souvent, l'être humain, l'opinion n'a pas de mémoire. Vous voyez, vous êtes à l'université, vous êtes en première année, deuxième année, vous jouez toujours au guignol. Donc, vous êtes le bout en train du groupe, vous êtes le passager gratuit, etc. Comme on dit, vous êtes le free rider. Et qu'est-ce qui se passe? Demain, vous êtes ministre, les gens se disent, ah, ce gars-là, à l'université, c'était comme ça. Là. Ah, lui, il n'est pas sérieux. Est-ce que l'image, donc l'image, pour déconstruire l'image, c'est très difficile. Même chose de ce que vous faites dans... Okay. Il y a la question de la protection des données personnelles. Ce matin, il y a un passionné, Ablaye me dit qu'il y a un passionné de données personnelles. Il y a la manipulation informationnelle et surtout la sécurité cognitive. Et sur ce point-là, et c'est là où j'aborde maintenant où est-ce que nous en sommes. Ici, où est-ce que nous en sommes? Il y a deux aspects fondamentaux. On joue sur la sécurité cognitive, le cognitif. Et le cognitif, ça veut dire quoi ici? C'est comme quand vous avez un produit. Et dans ce produit-là, ça veut dire aussi, lui, il veut vendre ses chaussures, ses belles chaussures, n'est-ce pas? Et avant d'acheter ses chaussures, il est parti dans un magasin. Et en allant dans le magasin, ce qui a joué d'abord, c'est le cognitif. Il s'est dit, écoutez, je sais ou je ne sais pas. Après, on joue sur l'affectif. J'aime ou j'aime pas. Like. Après, on joue sur le comportemental. J'agis ou j'agis pas. On est à cette ère ici. Le cognitif, l'affectif et le comportemental. Et donc, dans ce cognitif-là, c'est là où la question de la sécurité cognitive vient. Mais avant cela, c'est la question des conflits hybrides qu'on vit même au Sénégal. Et dans la question des conflits hybrides, ici, la question majeure, c'est par exemple ici la question liée, ces conflits, c'est des formes de confrontation qui combinent plusieurs
donc instruments de puissance et d'influence, sans nécessairement recourir à une guerre militaire. Et c'est ça. Ça, c'est l'aspect hybridité de ces conflits. Donc, quand on regarde bien, ici, on mêle le citoyen maintenant, il est confus même. Parce qu'il y a la question de la désinformation, les cyberattaques, la question de la manipulation médiatique, la question de la pression économique, la question de l'instrumentalisation identitaire, la question de l'influence politique, etc. Et donc, tout ça qui fait que la question hybride, ce n'est pas maintenant une guerre classique, militaire, mais en fait, ici, quelque part, c'est des formes de confrontation, de manipulation de l'opinion. Et donc, dans ce cas-là aussi, donc, au niveau des conflits hybrides, ici, l'objectif n'est pas seulement de vaincre l'adversaire par la force militairement. Et ici, l'objectif, c'est, il est là-bas, j'influence les perceptions et les comportements. Et c'est ça qui se passe actuellement. Il y a 4 dimensions. On influence ici les perceptions et les comportements. On essaie de réduire la confiance dans les institutions. Parce que même entre 2021 et 2022, qu'est-ce qu'on fait? On va te dire, écoutez, les institutions ne sont pas bonnes, etc. Et au bout du compte, on vous de manière répétitive, vous dites, le problème, il y a les institutions ne sont pas bonnes. Et même après, quand ces mêmes institutions, quand ils organisent les élections, ils disent, pourtant, ils sont bons, hein, pourtant. Donc ici, on polarise la société entre oui ou non. C'est comme quand on avait le cas de Bush qui polarisait la société. Donc, the right wings or the keys. Vous êtes avec moi, vous êtes contre moi. La société est polarisée. Et combien de fois on s'est dit, même dans une même famille, on s'est dit, écoute, après ça, c'était des sources de conflits aussi. Et enfin, on affaiblit la cohésion sociale. Donc, c'est ça l'objectif des conflits hybrides. Donc, l'objectif du conflit hybride ici, donc, quand vous regardez, perception. Et perception, donc, on joue encore sur l'affect. Et de sorte que, parce que quand mon public est très émotionnel, je joue sur l'affect, etc. Et là, on réduit maintenant la confiance dans les institutions et on polarise la société. Donc, de sorte que, quand on polarise la société, d'aucuns sont là, d'autres sont là, il n'y a pas de cohésion sociale. Donc, l'aspect cohésion sociale ne prévaut plus. Donc, ici, quand on parle de sécurité cognitive, par exemple, ici, donc ici, c'est les perceptions, les croyances et les émotions qu'on manipule. Et c'est ça. Même quand dans les réseaux djihadistes, on manipule les croyances. Et de sorte que quand quelqu'un, et puis avec un bon narratif, hein, quand un djihadiste il est là, il te dit, écoute, le Coran est ma constitution. Personne ne peut dire non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mon prophète, etc. Et donc, mais au départ, le narratif est tellement pertinent, mais vous ne voyez pas après venir la manipulation, etc. Et de sorte que vous confondez entre est-ce que c'est du djihadisme, est-ce que c'est du terrorisme, etc. Est-ce qu'on se comprend? Ici, même chose. On essaie de voir, au lieu de protéger les individus, on essaie maintenant de manipuler les perceptions, la façon de voir. On manipule les croyances, on manipule les émotions, on manipule aussi les processus de décision collective. Donc, à mon avis, il y a 2 sources. La première source, c'est l'aspect conflit hybride. Il faut le retenir, hybridisé. C'est à l'ère où nous sommes. Deuxième chose, la sécurité cognitive. Donc, on n'est plus ici. L'objectif de la société, c'est la capacité d'une société à distinguer information et manipulation. Quand vous dites Sud FM, il te dit informer, juste et vrai. Mais manipulation, vous voyez, on manipule l'opinion parce qu'on influence l'opinion. Donc, deuxième chose, à maintenir une pensée critique. On est dans un lieu de savoir qui est l'université. Ça veut dire que c'est là qu'il faut renforcer la capacité analytique, la capacité de pensée critique. Donc, plus votre capacité de pensée critique est élevée, plus aussi moins vous serez manipulé. Parce que donc l'objectif, c'est d'avoir des citoyens à la fois informés, formés et engagés. Donc, et quand on a dans des sociétés où 60 à 65% de ces personnes sont ni informées, ni formées, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a une porosité mentale et de sorte une porosité numérique qui fait qu'on croit à tout, on accepte tout. Donc, c'est ça.
Maintenant, il faut préserver la confiance démocratique et résister aux campagnes d'influence. Là, voilà un petit peu deux aspects. Le premier aspect, c'est sur l'aspect sécurité. Parce que, pourquoi? Parce que quand on regarde bien, on a les acteurs politiques, on a les idéologiques, on a les géopolitiques. Quand vous regardez sur certains réseaux, je ne veux pas citer, ou bien certains pays, ou même au niveau mondial, etc., dans ce sens-là, on cherche à influencer les citoyens. Ce que les citoyens croient, on cherche donc à influencer ce que les citoyens croient, ce qu'ils craignent, la peur, ce qu'ils rejettent et ce qu'ils considèrent comme légitime. Et de sorte qu'on encourage à avoir une société dogmatique. On vit de dogme, une société dogmatique. Donc, parce que voilà, c'est à quoi je crois, point. Après, il y a une inflexibilité mentale. Voilà à quoi je crois, point barre. Donc, ça veut dire que mon ami voisin de chambre ne peut pas me convaincre. On devient des sources maintenant, on progresse vers la radicalisation. Radicalisation en termes de principe, radicalisation en termes de valeur. Donc, à la place de l'ouverture, on devient une société de plus en plus marquée par l'autarcie. Et l'autarcie n'est jamais souhaitable dans ce sens-là. Donc, ici, sur ce point, maintenant, les conflits hybrides, voilà un petit peu. Il y a la dimension informationnelle, il y a la dimension numérique, la dimension psychologique, la dimension politique, la dimension sociale, la dimension économique. Donc, c'est notre société qu'elle fait. Elle interfère un peu partout. C'est notre société. Donc, dans ces dimensions-là, ça veut dire qu'ici, par exemple, informationnel, les fake news, les propagandes, la manipulation, la dimension des cyberattaques, même la dimension psychologique, donc émotionnelle, donc, dans ce sens-là. Et la dimension aussi sociétale, donc, et même voire économique. Ça veut dire qu'il y a des pressions qui sont là. Que ce soit des pressions au niveau global jusqu'au niveau local. Donc, ici, je prends l'exemple du Sénégal dans les caractéristiques des conflits hybrides au Sénégal. Par exemple, la période électorale de 2024 au Sénégal. Ça, c'est des conflits hybrides au Sénégal. Par exemple, pourquoi? Il y a une montée des récits anti-système. C'est ça la réalité. Donc, on verra qui sont les acteurs après. Il y a une montée des récits anti-système, une forte polarisation numérique. C'était chaud entre 2020. Je suis pour ou je suis contre. On a vu même des morts. On a vu même des gens qui étaient de la même famille se chamailler. Donc, il n'y avait plus d'espace d'interaction, de dialogue. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Il y a une confusion entre information, militantisme et influence. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne reconnaît plus est-ce que c'est le journaliste, etc., etc. Donc, il y a une confusion et une circulation de contenu émotionnel. Et au bout du compte, tu dis, waouh. Moi, je prends l'exemple, par exemple, de ma maman. Voilà, une vieille dame qui a toute sa vie, c'est la santé qu'elle connaît, toute sa vie. Et puis qui te dit, écoute, voilà, elle a vu chaque fois des vidéos émotionnelles. Bon, quelqu'un comme on essaie de la brutaliser, etc. Et puis ça dit, ok, oui, ni donne sahor, ni nous bon. Depuis ce jour-là, maintenant, elle se réveille le jour du vote à 6 h du matin pour aller voter. Est-ce qu'on se comprend? Parce que émotionnellement, les contenus qu'elle a vus. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile de la faire comprendre cela. Et donc, dans son TikTok, à part les récits peut-être coraniques, c'est des récits émotionnels qu'elle a. Et puis, ça. Parce qu'on sait qu'on est dans une société purement émotionnelle dans ce sens-là. Et là, c'est là où ce projet est intéressant ici. Parce que ici, dans l'espace de savoir, la rationalité doit primer sur l'émotionnel. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, quels sont les mécanismes d'influence ici, donc au Sénégal? Quand on regarde comment j'influence ces jeunes-là, et l'influencer ces jeunes de 4 manières ici au Sénégal. Un, il y a une surcharge émotionnelle. Donc, parce que quand vous regardez, même en période électorale, il y a une surcharge émotionnelle partout. Soit on est dans un discours de victimisation, ou d'autres te disent que le contenu cherche que tu sois en colère, d'avoir ce sentiment d'injustice. Ce n'est pas juste ça.
Et ce sentiment d'injustice va vous animer, vous dites, écoutez, je vais aller. Soit c'est la peur, soit c'est l'indignation dans ce sens-là. Donc, ça, c'est un mécanisme d'influence. Je vais créer dans mon réseau tout ce qui est une surcharge émotionnelle. Et quand, à force de le lire, à force de le regarder, à force, avec des vidéos bien faites, et puis là, je développe chez moi la peur, la colère, un sentiment d'injustice, et quelque part, je me dis, je vais me rebeller. Le deuxième mécanisme, c'est la logique du nous contre eux. On essaie de construire des identités antagonistes, c'est ce que je dis. Ça veut dire que c'est le peuple et l'élite. Donc, patriote et traître. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes patriote et traître. Alors que, bon, tu n'es pas patriote, tu es traître. Tu n'es pas l'élite et le peuple. Et même dans votre discours, Fadbin, tu vas dire, je parle au nom du peuple. Au nom de quoi? Comment? Vous avez consulté qui? Etc. Et donc, à partir de là, il y a citoyen et système. C'est des gens, etc. Et l'autre point de mécanisme d'influence, c'est l'aspect lié aussi à la répétition narrative. Ça veut dire une information est répétée. Quand vous regardez par exemple France 24, vous voyez l'information, c'est en boucle. C'est en boucle. Et ça, en boucle, ça joue sur encore le cognitif. Le cognitif. Et dans ce cognitif-là, après, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ouais, aïe, aïe, aïe. Ah, ça me touche. Je connais ou je ne connais pas. J'aime ou j'aime pas. J'agis ou j'agis pas. C'est la même chose, c'est dans les populations. Donc, le quatrième mécanisme, c'est l'exploitation des crises de confiance. Par exemple, les médias classiques sont contestés, donc les institutions sont fragilisées, et qu'est-ce qui se passe? Donc, au bout du compte, on essaie de dire, écoute, les institutions ne sont pas bonnes. Donc, on exploite la crise de confiance. Donc, ici, pour résumer, ici au Sénégal, on a 3 registres de désinformation. Le premier registre, c'est le registre système. Le deuxième registre, c'est le registre anti-système. Et le troisième registre, c'est le registre identitaire et nationaliste. Si vous en connaissez d'autres, vous me dites. Parce que quand on regarde bien, qu'est-ce qui caractérise le registre système? C'est défense des... Quand tu es registre système, ça veut dire défense des institutions, discours d'autorité, légitimation des médias traditionnels. OK? Et que le risque ici, c'est la perte de crédibilité et de perception. Donc, on défend les institutions. Ça, c'est le registre système. Mais il y a un autre registre, c'est le registre anti-système. Et dans le registre anti-système, c'est attractif aussi. Parce que dans le registre anti-système, on parle de peuple. Il faut la vérité, la souveraineté, etc. Et c'est attractif. Et pourquoi ce registre est attractif? Parce que ce registre, parce que vous avez 65%, 70% de la composante de la population et les jeunes, et c'est 70% qui se cherchent. Ça veut dire qu'un jeune, il se dit, je veux un emploi, je veux un truc, etc. Et donc, c'est un discours qui tient. Donc, parce que c'est la même chose dans ce discours. Quand je dis ma mission de mon organisation, c'est travailler pour une Afrique paisible, indépendante, prospère, autosuffisante. C'est beau ça. Mais derrière, dans ce registre, ça veut dire qu'il faut une dose de réalisme parce que c'est des rapports de pouvoir dans ce sens-là. Okay? Maintenant, il y a le registre identitaire ici, qu'on manipule aussi, ou nationaliste. Il y en a au Sénégal. Ça veut dire qu'on construit un discours de nous contre eux. Ouais. Et donc ici, l'effet, c'est l'exclusion, la polarisation et la radicalisation. Et donc, vous voyez ici, donc voilà les 3 registres auxquels nous sommes en face au niveau du pays comme le Sénégal. Ça peut être différent ailleurs, hein, parce que dans un contexte, par exemple, du Sahel, du djihadisme, vous avez plusieurs autres registres. Par exemple, dans ce contexte djihadiste, parfois, vous avez un registre identitaire très, très élevé. Okay. L'autre point, c'est les acteurs. Qui sont les acteurs de la désinformation au Sénégal? Et quand on regarde au Sénégal, la question maintenant, c'est de dire qui parle. Pour connaître les acteurs au Sénégal, qui parle? Quelle émotion est mobilisée dans notre pays? Qui parle au Sénégal? Est-ce que qui, parmi vous, regarde tous les jours le journal télévisé de 20h? Très peu. Je vous assure. Je vous assure. Les amis, je vous assure.
Qui parmi vous regarde le journal télévisé tous les jours à 20 heures? Vous voyez, les mains sont là. Prof, bon, ça c'est un registre système. C'est le registre système. Je suis en face d'un registre anti-système ici. Parce que tout simplement, regarde bien. Parce que le gars qui parle à 20 heures, il est là, classique. Bien. Et bon, là, vous avez un public qui va vers l'anticonformisme. Vous voyez? Et cet anticonformisme, même parfois, on veut mettre dans un panier qui s'appelle innovation. Et souvent, ce n'est pas de l'innovation. Vous voyez? Et souvent, ce n'est pas de l'innovation. Et donc, qui parle, c'est important. Quelle émotion est mobilisée? Vous voyez dans les réseaux sociaux, surtout maintenant, il y a beaucoup de télé là, virtuelles. Là. Okay? Il a créé sa télé virtuelle, n'est-ce pas? Et quand il crée sa télé virtuelle, avec sa barbe, il va maintenant, regarde, quand il veut, c'est Oustas, non? Voilà. Après, là, il fait... Et là, tu vois, son registre là, ouais, il joue sur moi-même, sur mon émotion. Et de sorte, à partir de là, quand il passe à côté de chez toi, il est jeune. Quand je suis tendance de lui dire, comme ça, vous la saluer, non, il ne veut pas. Il me dit, alhamdulillah, ça va. Est-ce qu'au bout du compte, il joue sur votre émotion? Est-ce qu'on se comprend? Quelle preuve est fournie? Il va me parler des hadiths qui n'existent même pas. Est-ce qu'on se comprend? Ce qui n'existe même pas. Et donc, aucune preuve. Sa preuve, c'est l'éloquence, c'est le beau discours. Et jouer sur l'émotion. Point. Et on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, mon gars. OK? Qui bénéficie du message? C'est quelle cible? Et enfin, le contenu est-il vérifiable? Souvent, non. N'est-ce pas, Fat Bintou? C'est ce que Fat Bintou disait tout à l'heure. Parfois, ce contenu n'est pas vérifiable. Et donc, quand on regarde le Sénégal, qui sont les acteurs de la désinformation et de la porosité numérique? Quand je parle de porosité numérique, c'est un outil, hein, mais je fais référence à nos cerveaux. Hein. Ça veut dire que cette porosité mentale qui fait qu'on accepte tout. Et les premiers, c'est les réseaux sociaux. On peut se connecter sur n'importe quoi. Et elle a dit, c'est des viralités, les algorithmes. Souvent même, dans ces algorithmes, vous êtes là, vous êtes connecté, vous passez juste sur quelque chose, 3, 4 secondes, 10 secondes seulement, suffisent. Et chaque fois, ça vous remet, il connaît votre domaine d'intérêt. Et chaque fois, vous êtes là-bas. Vous êtes suivi. Après, vous êtes suivi. Est-ce qu'on se comprend? Et vous vous dites, mais comment je reçois ces messages-là? Et on est à l'économie de l'attention. Et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes plus dans des priorités. Et qui fait que, par exemple, si prof Pafara vous dites qu'il y a examen demain, écoutez, quelque part, non, pas examen, le 15 juin, il y a examen, mais qu'est-ce qui se passe? On attend le 14 juin pour réviser. Le 14 juin. Et on va faire même des traversées toute la nuit. Toute la nuit. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas dans des priorités. Les priorités, donc vous étiez dans ça, ces réseaux sociaux. Parce que ces réseaux sociaux, ils captent votre attention. On est à l'ère de l'économie de l'attention. Et dans ces réseaux sociaux-là, qui fait que... Parce que la priorité, quoi? Une priorité, c'est faire ce qui doit être fait, même si on ne veut pas le faire. C'est ça la priorité. Ça renvoie à la discipline. Point. Et deuxième acteur ici, c'est le chroniqueur et journaliste partisan. Les amis ici. Ici, au Sénégal, le deuxième acteur, c'est les chroniqueurs et les journalistes partisans. C'est pas vrai? Oui. C'est pas vrai? Tout le monde est chroniqueur. Tout le monde. Et donc, ces chroniqueurs qui jouent sur notre mental parce qu'on mélange opinion et information. Ils n'informent plus. Ils disent juste que c'est des opinions. Et de sorte qu'il y a une logique d'audience. La logique d'audience, combien de clics j'ai, combien de followers j'ai, combien de clics j'ai. Est-ce qu'on se comprend? Et chaque fois, chacun dans son Facebook, dans son... il se dit, ah, j'ai 1 million de followers. Et moi qui est là, je n'ai même pas 10 followers. Là. Donc, je ne compte plus. Et plus tu as des followers, plus tu as des clics, on est dit. Donc, la logique, c'est une logique d'audience.
Et donc, de sorte qu'il y a une certaine forme de conflictualisation au niveau médiatique. Et donc, qui en pâtit? C'est le citoyen. Et ces citoyens, c'est qui? C'est vous, les amis. C'est vous, les amis. Ça, c'est le cas. Okay. Les troisièmes acteurs, c'est les acteurs politiques. Et quand on regarde bien de 2012, par exemple, les élections de 2012, nous avons fait le monitoring des médias. Et bizarrement, le candidat qui est le plus exposé aux médias, c'est le candidat qui est passé. 2012, c'était Macky Sall. Vous avez, par exemple, les élections de 2024. C'est la même chose. On a fait avec le monitoring des médias et des réseaux sociaux. Et le candidat qui était le plus sur les réseaux sociaux, c'est le candidat qui est passé. Donc, de sorte que les acteurs politiques, donc, les réseaux sociaux, c'est un lieu de communication stratégique, de guerre narrative aussi, et de mobilisation numérique. Et quand on parle de guerre narrative, on fait référence au conflit hybride. Et de sorte qu'on joue sur vous. OK? Et enfin, tu as nous-mêmes maintenant, citoyens utilisateurs. C'est vous, moi, tout le monde. Et ces citoyens utilisateurs, parfois vous êtes des relais. Je vous envoie un poste, sans même vérifier, mais je vous renvoie à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, vous êtes des relais. Et donc, vous êtes des activistes émotionnels. Sans le savoir, vous devenez des activistes émotionnels et vous diffusez de la manière la plus rapide des contenus non vérifiés. Et c'est ce qui se passe tout le temps. C'est ce qui se passe. Et je vois, je diffuse. Je diffuse. Et je vois, et vous êtes devenus des activistes émotionnels. Pas des activistes rationnels. Parce que la rationalité, c'est vérifier, c'est fixer des standards, des logiques de performance, etc. De savoir est-ce que... Et donc, sans s'en rendre compte, quelqu'un vous allez dire, vous êtes activiste? Non, je ne suis pas activiste. Alors que les gars t'ont tellement manipulé, et de sorte que vous partagez sans vérifier, Et donc, de sorte que vous êtes dans ce qu'on appelle la porosité informationnelle. Ça veut dire que les frontières, quand on parle de porosité informationnelle, c'est parce qu'on ne connaît plus les frontières. Les frontières sont floues. Floues entre, je ne sais pas s'il est journaliste, s'il est influenceur, il est militant, il est citoyen, etc. Et quand il parle, ou quand elle parle, c'est comme, vous considérez ça comme la Bible. Vous considérez ça comme la Bible. Et donc, dès lors que vous considérez ça comme la Bible, je reviens, c'est la guerre d'ego, c'est le dogmatisme, etc. Vous dites, c'est vrai. Et je vais venir, mais ma soeur, c'est pas vrai? C'est vrai. Tout ce que je dis, c'est vrai. Et de sorte, comme tout ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, c'est vrai, ce n'est pas la peine d'être à l'université, les amis. Ce n'est pas la peine d'être à l'université. Honnêtement. Si quelqu'un, vous n'avez pas l'esprit critique, ce n'est pas la peine d'être à l'université. Quand on parle de laboratoire, parce que ce que je dis, l'université, c'est 3 dimensions. Quand on dit dimension savoir, c'est les contenus. Les contenus, il faut les analyser. Quand on dit l'aspect savoir-être, à l'université, savoir-être, ça veut dire que c'est un espace d'expérimentation, de méthode, etc. OK? Et quand on dit, par exemple, l'espace savoir-être, c'est là où vous construisez votre posture en tant que personne, identité. OK? Donc ici, on ne sait plus qui est. Est-ce que c'est journaliste, influenceur? Parce que quand même, parfois vous avez vu quelqu'un qui était même maître d'école, à la maternelle même. Après, il crée son réseau et puis tout le monde le suit. Hein? Tout le monde le suit. OK? Donc, les amis, on connaît au Sénégal les acteurs, les caractéristiques, c'est où? Et maintenant, c'est à vous maintenant de prendre votre engagement. Et l'engagement, c'est un engagement responsable. Ça veut dire comment être un citoyen engagé. Ce matin, je disais à nos amis de l'ASPAT, peut-être qu'il fallait avoir un module sur jeunesse, espace public, pas espace civique, espace public et citoyenneté. Et le monsieur qui est là, c'est lui qui nous a aidés dans ça. Parce que dans notre planification stratégique, je le fatigue toujours. Et pour le fatiguer, ce n'est pas la corde au pied, c'est la corde au cou. Parce que la corde au pied, il peut s'échapper. Avec la corde au cou, il est obligé. Comme on dit, OK? Donc, ici, quand on parle d'engagement, ici,
La question principale, c'est comment débattre sans polariser. Je débat avec vous, sans polariser. Par exemple, moi, je me dis que le meilleur moment que j'ai aimé, par exemple, vivant à Londres, à l'époque, vivant à Londres, tous les samedis, quand vous allez à Hyde Park Corner, ça veut dire qu'il y a un débat, des débats contradictoires. Par exemple, dans ces débats-là, les gens sont là. Ils te disent, voilà, vous, qu'est-ce que vous faites ici? Repartez chez vous, etc. Mais vous contredisez, vous amenez des arguments solides, publics. Mais au bout du compte, à partir de là, à midi 13h, on est là, hein, on se salue après. Et ça, il n'y a pas de polarisation. OK? Parce que les polarisations, les sociétés polarisées, c'est beaucoup plus dans des sociétés qui vivent, des sociétés d'une culture d'assimilation. Okay? Parce que dans la culture d'assimilation, je veux être comme Fat Bintou, je veux être comme lui, je veux être, etc., etc. Donc, ça veut dire que vous avez une mentalité de dépendance et de coercition. Okay? Dans une culture multiculturelle, le débat polarisé, presque inacceptable. Et ici, la question d'abord, c'est de dire comment débattre sans polariser. Comment contester sans désinformer. Parce que souvent, on conteste en désinformant. Comment mobiliser sans manipuler. De toute façon, nous tous nous manipulons. Je suis en train de vous manipuler aussi. Parce que manipuler, c'est influencer. Mais influencer positivement, parfois aussi. Pas négativement. Ici, c'est ça. Comment mobiliser sans manipuler. Et c'est ça les questions fondamentales à vous poser si vous êtes un citoyen responsable, engagé dans le numérique. OK? Maintenant, sur cette base-là, ce qu'on peut faire en tant que citoyen, c'est, on l'a dit, hein, par exemple, je suis en face d'une université ici. Par exemple, ici, que ça soit 3, 4, un groupe d'étudiants peut se rapprocher de Ablaye et de dire, écoutez, on va faire du fact-checking citoyen. Parce que je vois qu'ici, en visitant le LASPAT, il y a une cellule protection des données. Et maintenant, comment faire, par exemple, d'avoir un groupe, faire un fact-check citoyen au sein de l'université. Université sans lui, parce que petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est comme avec les jeunes d'Appel ici. Donc, on les a formés, tous les membres d'Appel ont été formés. Une fois formés, j'ai dit, écoutez, ils viennent me dire, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, écoute, moi je ne peux rien vous promettre, je ne promets pas. Mais si vous êtes sûr de vous, que vous êtes jeune, vous dites que vous ne voulez pas être informé, vous voulez engager, engagez-vous, créez votre structure. Après, on peut juste accompagner. Est-ce qu'on se comprend? Ici, par exemple, des clubs médias au niveau de l'université. Est-ce qu'il y a des clubs médias ici? Est-ce qu'il y a des clubs médias? Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas pour le moment. Maintenant, ça veut dire quoi? Il n'y en a pas, ça veut dire quoi? Vous êtes 150, on sélectionne 50, là, Doudou Dia, Pafara va venir ici, après 2 heures, 3 heures, on rentre, et puis chacun sur son portable. Ça signifie rien, ça. Il faut des espaces de connexion. Parce qu'en se connectant, on humanise des rapports humains. Parce que là, on est dans un processus de déshumanisation. Parce que l'autre, on ne connaît plus l'autre, etc. On le déshumanise jusqu'à sorte que même, après, on a un parent décédé, il est là-bas, il dit RIP. Il clique sur RIP, n'est-ce pas? Il n'a plus la capacité à aller voir, de lui dire mes condoléances. Okay. Donc, de sorte qu'on souffre le plus grand mot, plus grand mal du moins que l'humanité fait face, c'est ce besoin de sécurité cognitive. Ça veut dire que le plus grand mal, c'est un manque de réconfort. C'est ça le problème. Parce que notre main droite, par exemple, Fat Bintou, tes lunettes là, tu l'as acheté ou on te l'a donné? Tu l'as acheté? La robe, tu l'as acheté? L'ordinateur, tu l'as acheté. La montre, tu l'as acheté. La lampe, là, on l'a acheté. La clim, on l'a acheté. Mais au finish, ça produit quoi? Le confort. Donc le confort, il s'achète. Mais il y a une chose que tu n'achètes pas. Ça veut dire le fait de se connecter humainement avec l'autre. Le fait de dire, Farah, merci d'être là. Le fait de dire cette personne en face de lui
mes condoléances. Le fait de dire cette personne, je t'aime, tu ne payes pas, non? Mais ça produit quoi? Du réconfort. Le réconfort, il est gratuit. Et donc, quand on marche sur deux pieds, confort, réconfort. Parce que si demain vous avez un emploi, cet emploi-là fait que demain vous pouvez acheter une maison, une voiture, tout ce que vous achetez là, c'est pour le confort. Mais la qualité relationnelle que vous avez avec les gens, c'est le réconfort. Et ce réconfort, ça passe ici. Ça veut dire que des espaces de connexion. Aujourd'hui, on est 50. Supposons ces 50-là en sortant d'ici. Ils se disent, chacun sur mon TikTok, je vais véhiculer 5 messages. 5 fois 50, ça fait quoi? Ça fait 250. Vous produisez de l'effet. Et donc, c'est des TikTok éducatifs parce que demain, on m'a dit que demain, samedi, c'est vos jeunes frères qui sont là. C'est des élèves. Et ces élèves-là, vous êtes leurs aînés. Et c'est ça qu'on a l'engagement responsable. Sinon, on va réfléchir trop. Soyons pragmatiques. Et c'est ça l'engagement responsable. Ici, c'est la même chose. Les veilles communautaires, les productions de contenu responsable. Est-ce qu'il y a des gens qui produisent des podcasts ici, citoyens? Je donne un exemple. Des podcasts. Vous êtes dans quel département? Économie. Aïe. Moi, je suis un ancien d'économie, mais il y avait un prof, François Boye, ici. Ah oui. En première année, tu n'es plus là. Je parle de 91. En première année, on était 81. Et 81, tous 81, 1 sur 20. Non. On était 81. Je le dis bien devant la photo. On était 81 étudiants. Et premier devoir, tous 81 étudiants, tous 1 sur 20. Après, il y a des découragements. D'autres qui vont te dire, ah, je prends mes bagages, je pars. Parce qu'on sélectionnait à l'époque, à tout le Sénégal, on ne sélectionnait que 50. 50. Donc, maintenant, ici, c'est la même chose. Est-ce que tu produis des podcasts citoyens? Non. Tu peux. Parce que quand on parle de conflit hybride, on parle d'économie aussi. Ça veut dire que tu peux éveiller. Prendre 2, 3 personnes, vous le faites. Ça veut dire en sortant, ça veut dire qu'une réflexion sans action n'a pas de sens. Quand même, depuis l'année dernière, je reçois des étudiants qui viennent, qui font des initiatives de podcast, notamment au département de Sciences Po et des juristes aussi, Ouais. pour la publique, pour la privée. Faire. Ça veut dire que si vous ne faites pas, vous ne comptez pas. That's it. C'est action. OK? Donc, une réflexion sans action n'a pas de sens. Parce que plus de réflexion sans action, plus vous êtes dans l'incertitude, dans le doute. Et dans le doute va mener vers ce qu'on appelle le manque de confiance. Point. Et ce manque de confiance-là, vous vous dites, est-ce que je peux, est-ce que... Et puis maintenant, vous avez les mains de coton, des pieds d'argile. Maintenant, l'autre point, c'est les dialogues numériques inclusifs. Ça, c'est des choses. Ça, c'est des choses faisables. C'est tout ce qu'on a énuméré ici. Ça ne demande pas de l'argent, la plupart. Ça ne demande pas de l'argent. Et vous pouvez le faire. Ça, c'est des choses faisables. L'autre point, parce que là, je suis en train d'atterrir. On va atterrir en douceur. Mais non, je pense que quand on parle d'engagement responsable et résilience démocratique à 4 niveaux, les amis, première chose, elle l'a dit dans son discours, vérifiez avant de partager. Parce que vous êtes la sève nourricière de la société, parce que c'est vous qui avez bénéficié de formation, d'information, de connectivité, etc. Vous êtes la sève nourricière de la société. Et cette sève nourricière doit porter, ça veut dire des casquettes. Ces casquettes qui lient à l'intégrité, le respect des principes, etc. Donc ici, vérifiez la source, croisez les informations, identifiez les manipulations visuelles et émotionnelles. Ça, les gens, c'est très fort maintenant. Donc, développer aussi une pensée critique. Donc, et cette pensée critique, c'est avoir la capacité à reconnaître les biais, éviter les réactions impulsives. Ça, j'insiste là-dessus. Même ton voisin de chambre, vous allez vous chamailler. Parce que vous avez vu cette vidéo, il te dit, mais vérifie. Non, c'est vrai. Après, vous êtes là entre c'est vrai et c'est faux. C'est pas vrai. Et au bout du compte, même en allant au resto là, maintenant, vous étiez en train de discuter, maintenant la discussion mène vers une tension.
Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a que 5 doigts. Et donc, quand ici, vous êtes dans une réaction impulsive, la première source, le petit doigt là, c'est là où mène c'est l'origine des conflits. Ce petit doigt là, ici, qui s'appelle incommunication. Quand il y a incommunication, le deuxième doigt va te dire incompréhension. Quand il y a incompréhension, le grand doigt te dit tension. Après la tension, l'autre te dit, écoutez, crise. Après crise, te disent conflit. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est la même chose même. Venez, madame. Venez. Venez, pas de qui. Par exemple, je sais que tu es qui. Donne-moi la main ici. Ça, par exemple, c'est mari et femme, ou fiancé. Je viens, je lui dis que c'est ça. C'est comme ça se passe. Réaction émotionnelle, j'ai une réaction émotionnelle. Et qu'est-ce qui se passe? Je dis, chérie, c'est pas vrai. Non, la vidéo, elle est vraie. Non, c'est vrai. Non, chérie, il faut vérifier, c'est pas vrai. Donc, elle est dans la raison, moi, je suis dans l'émotion. Et au bout du compte, je dis, non, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qui se passe? On est dans la incommunication. Et puis ça a monté d'un cran, incompréhension. Et le soir, là, au lit, on va peut-être dos à dos. On va se coucher dos à dos. Et dos à dos, parce que tout simplement, il y a une tension. Le matin, tu ne vas pas préparer un petit déjeuner pour moi, tu vas partir. Le soir, tu reviens, il y a une crise. Crise, c'est séparation. Chambre séparée. Après, les parents ne vont pas avertir tout le monde qui conflit, divorce. C'est aussi simple que ça. Et ce qui fait qu'après, des réactions impulsives vont gâter une grande amitié. Et c'est ça qui se passe. L'autre aspect, c'est distinguer fait et opinion. On est à l'ère du fact. Ça veut dire que... Donc, ici, on est à l'ère des données probantes. Parce que mon opinion, voilà. Parce que quand vous devez être des éclaireurs. Parce que je ne parle pas, je ne suis pas dans un lieu communautaire, c'est dans ce sens-là, ça veut dire community-based. C'est d'autres espaces, ça veut dire que vous êtes des éclaireurs. Et ces éclaireurs-là, ça veut dire que vous devez être à la fois formés, informés et engagés. C'est ça l'attente, formé, informé et engagé. Si vous êtes formé, informé, vous n'êtes pas engagé, vous ne comptez pas. Vous ne comptez pas. OK? Favoriser le dialogue. Et c'est ça. Ça, c'est important. Ça veut dire que des lieux de débat. Parce que pourquoi favoriser le dialogue démocratique? Parce que quand on parle de gouvernance, on est dans le champ de la gouvernance démocratique. Pourquoi dans le champ de la gouvernance démocratique, vous avez plusieurs acteurs? Cet acteur-là s'appelle Fat Bintou, l'acteur-là s'appelle, Farah. Mais, pourquoi? Maintenant, on est dans un champ où plusieurs acteurs de légitimités diverses, d'intérêts divergents, concourant à un même objectif. Parce que ta légitimité et ma légitimité n'est pas pareille. Tes intérêts, mes intérêts ne sont pas pareils. Dès lors, donc, vous avez plusieurs acteurs d'horizons divers, parce qu'il vient de Fongolomi, moi je viens de l'île de Gorée, elle vient de Touba. Donc, elle a ses origines, donc d'horizons divers, de légitimités diverses et d'intérêts divergents. Parce que c'est ça le champ de la gouvernance démocratique. Et dès lors que tout le monde concourt à un même objectif, l'objectif du bien commun. Et là, quand il y a l'objectif du bien commun, ça veut dire qu'il y a des tiraillements, parce qu'il faut tirer pour sa légitimité, pour ses intérêts, etc. Et de sorte qu'à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il faut créer des espaces d'interaction et de dialogue. Parce que le conflit est inévitable. Mais donc, il faut créer des espaces d'interaction et de dialogue. Et c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut promouvoir des débats argumentés. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous pouvez le faire ici. Donc, maintenant, le quatrième point, c'est sur construire la résilience numérique. L'éducation aux médias. Si à travers ce projet appel-là, oui, Fat Bintou, Ndeye Khadi, Ablaye, donc, il y a les écoles de Saint-Louis ici. Et supposons maintenant, pour aller plus loin, de dire ici, on a des groupes maintenant de 3 ou de 4. Sur une année, de dire, écoutez, l'UGB, l'ASPAT, dans les écoles, le numérique dans les écoles, de dire, écoutez, vous allez dans chaque école,
une fois par mois, une fois, après avoir 2, 3 classes, et les sensibiliser. Est-ce qu'on se comprend? Les sensibiliser. De parler avec eux. Parce que ça vous aide même, vous-même. Et même ça vous aide à pouvoir dire, écoutez, même, ça va vous aider sur 3 dimensions. La dimension confiance en soi, pour vous-même, la dimension responsabilité et la dimension conscience en soi-même. C'est ça aussi. Parce que c'est différent entre confiance en soi et conscience en soi-même. Et la responsabilité, la dimension de dire, parce que la responsabilité, c'est un fardeau. Et ce fardeau, il faut l'assumer, parce que la chose la plus facile, là, assumer, c'est démissionner. Vous allez chercher un stage, là. Parfois même, vous allez écrire ici. N'est-ce pas? Ils vont écrire N fois pour un stage. Un stage, je dis. Après, vous allez dire, non, mon CV n'est pas bon, je vais essayer d'écrire, etc. Ça, c'est assumé. Et maintenant, parfois aussi savoir la manière. Et souvent, parfois, moi, je reçois des messages, quelqu'un envoie, il me dit, j'espère que, après, il y a les j'espère que, il y a votre manière d'écrire, j'espère que, etc. Avec les cas, là, etc. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais un classement vertical. Vous connaissez le classement vertical? Il y a la corbeille, là, dedans. La corbeille, classement vertical. Parce qu'il faut un niveau d'exigence très élevé, un niveau de bienveillance très élevé. On est à cette terre-là. Si vous n'avez pas un niveau d'exigence élevé, au niveau de bienveillance élevé, okay. Parce que sinon vous allez chercher des excuses. Vous allez vous dire, ouais, parce que ça, on ne m'aime pas, on a favorisé tel peu, on a, etc. It doesn't work, ça ne marche pas. Je suis désolé de le dire comme ça ne marche pas. Donc, enfin, maintenant, quand on parle, je suis dans le champ de mon frère. C'est mon prof, c'est mon frère, honnêtement, ça, je le dis. OK? Bon, même dans sa présentation, il a oublié hein, qu'il amène des étudiants en stage. Hein. Donc, et même jusqu'en Afrique du Sud. Ici, quand au niveau, donc il faut une résilience démocratique. C'est ce qu'on attend de vous. On attend de vous d'avoir une culture critique. C'est ça qu'on attend de vous, une culture critique. La deuxième chose qu'on attend de vous, c'est une confiance institutionnelle minimale. On ne peut pas dire que tout est mauvais. Ça veut dire qu'il faut, je suis là. Si on veut collaborer, au moins il y a une confiance minimale. Je n'ai pas dit maximum. Parce que c'est comme les économistes. Quand tu fais l'optimisation, ok. À l'optimisation, on te dit min-max. Mais il faut des conditions nécessaires. Mais les conditions suffisantes, c'est vous qui les cherchez. Quand vous voulez travailler, il faut les conditions nécessaires. Après les conditions suffisantes, c'est vous qui les cherchez. Et ces conditions nécessaires, en se référant ici, ça veut dire que minimal ici, ça veut dire que une confiance institutionnelle minimale. Vous ne pouvez pas travailler, venir à l'ASPAT avec un esprit de rien n'est bon là-bas. Je vous assure que vous êtes dedans, vous allez produire rien. C'est ça. Nada. Et donc, vous devenez un passager gratuit. OK? Et il y en a tellement dans notre société. Et chez vous, hein. Parfois, vous êtes là, en groupe là, vous avez un travail à faire. Et dans ce travail-là, et puis on dit, lui, il dirige. Et puis voilà. Et Ablaye, ce soir, on va travailler. Tu dis, mais devancez-moi, j'arrive. Après le lendemain, on doit travailler. Non, on va aller. Je vous fais confiance. Le jour où il y a la présentation, parce que le prof est là, Ablaye se mettra dans ce cadre tenu. C'est comme s'il avait travaillé. Il n'a pas travaillé, non? Mais parce qu'on a dit que le recteur arrive, le président de la République, il est en costume, il va lire le discours, il va faire comme ça, etc. Est-ce qu'on se comprend? C'est un passager gratuit. C'est ce que. Donc ne soyez pas des free riders, des passagers gratuits. Maintenant, il faut aussi une gouvernance crédible, parce que vous êtes citoyen. Les citoyens aspirent à 3 choses. Transparence, c'est comme des débats actuels sur le Sénégal, on dit endettement, le FMI, etc. Choses. Mais attends, on n'a besoin que de 3 choses. Vous allez vendre que 3 choses, le pays-là, pour avoir de l'argent. 1, la transparence. 2, la confiance. 3, la crédibilité. Crédibilité économique, crédibilité financière, whatever. C'est la même chose que vous. Si je dis que hey, vous êtes crédible, ça veut dire que vous répondez à 3 choses.
Point. 1, vous êtes compétente. 2, vous êtes digne de confiance. 3, vous êtes dynamique. C'est ça la crédibilité. Et là, ce n'est pas à vous de dire « je suis crédible ». Ça veut dire que plus vous êtes professionnel, la relation de causalité, plus vous êtes professionnel, plus vous êtes crédible. Aussi simple. Donc ici, il faut une gouvernance crédible. C'est ça. Et c'est ça, c'est l'attente. Et enfin, des citoyens informés. Et ça, c'est le travail ici. Plus vous êtes informé, plus vous avez la capacité à analyser. Par exemple, Fatou était à l'Institut, je dis, vous êtes le rapporteur. Et puis bon, je viens, le matin, je dis que dans quel n'a pourquoi. N'est-ce pas? Je dis, ah, moi je ne veux pas de rapport narratif. Je veux des rapports analytiques. OK? Et là, à partir de là, parce que je sais qu'elle est dans ça, elle est là aussi. Et maintenant, je sais qu'elle est crédible aussi. OK? Ici, maintenant, c'est ça la résilience. Parce que les perceptions influencent la stabilité politique. Les perceptions influencent la cohésion sociale. Regardez les systèmes, antisystèmes et autres. Qu'est-ce qui se passe? Ça crée quoi? Des fractures. Donc, de sorte que ces fractures-là, parce qu'il y a des perceptions, et ces perceptions, il y a la porosité, et c'est les gens l'acceptent, et qu'en l'acceptant, qu'est-ce qui se passe? Ça joue sur la cohésion sociale. Et de sorte que si ça continue comme ça, on sera dans une société de méfiance. Et de sorte que même quand tu vas parler, tu vas voir que le monsieur va venir dire « tais-toi, tais-toi, tais-toi ». Il y a des pays comme ça aujourd'hui. Par exemple, on est dans des pays où, par exemple, on dit qu'il faut un facilitateur, un médiateur national. On l'a vu. Et qu'est-ce qui se passe? On propose, même des hommes d'église, on lui dit non. Parce que c'est une société de méfiance. Donc, ça c'est important de le dire. Donc, enfin, donc, ici, retenez ça. Donc, il faut, je reviens sur le mot éthique. On est à l'ère des étiquettes. Un comportement éthique. Pas d'étiquette. Étiquette, c'est de dire, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. La chose la plus facile dans la vie, the easiest, c'est accuser. La chose la plus difficile, c'est assumer. Donc, c'est comme... parce que toute votre vie, c'est des contradictions que vous gérez. Hein. Parce que, Pafara, tu as déjà donné à un étudiant 5 sur 20? Oui. Oui, tu vois. Et pourtant, Pafara est toujours souriant. Et donc, il gère des contradictions. Ça veut dire comment être courtois et ferme. Comment motiver et discipliner. Comment être agréable et productif. Comment être parfois occupé et productif en même temps. Et donc, ici, c'est la même chose. Ici. OK? Donc, on manipule, on polarise, donc, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'une capacité à résister à ces manipulations ici, dans ce sens-là. Donc, ça, c'est important. Et pour cela, il faut, comme je l'ai dit dès le départ, revenir à l'esprit critique, la responsabilité et l'engagement. Et maintenant, ici, en tant que jeunes, vous êtes des acteurs de la stabilité. Des acteurs de la stabilité. Donc, maintenant, comme je suis dans un laboratoire ici, et des étudiants, on a parlé de vérification des faits, mais je recommande fortement, par exemple, que vous, en tant que les chercheurs, devez être promus en tant qu'acteurs neutres dans le débat public. Parce que quand je vois, je dis, écoute, il est invité, par exemple, à un débat. Je vais aller voir ce débat. Parce que je sais que c'est un homme averti, informé, etc. Et neutre. Est-ce qu'on se comprend? Je l'écoute. Mais si c'est d'autres qui, je ne l'écoute pas. Je ne l'écoute pas, je suis désolé. OK? Donc, maintenant, parce que les universitaires doivent se mobiliser. Parce que dans le champ actuel, on laisse l'espace libre, on ne sait plus qui est influenceur, on ne sait plus qui est journaliste, on ne sait plus qui est chroniqueur, etc. dans ce sens-là. Tout le monde s'autodéfinit quelque chose. Mais qui perd souvent? C'est vous, les amis. Imaginez-vous, comme par exemple, un master, c'est 5 ans. Pendant 5 ans, vous êtes là pour, dans un creuset de savoir, vous connaissez des communautés, vous travaillez dans des communautés, vous venez dans des communautés, etc. Au nom de quoi, les amis, après, on se dit, écoutez, quelqu'un va dire ses opinions comme ce qui est. Ou les gens, etc. C'est ça que c'est. Et maintenant, c'est vous, en tant qu'universitaire aussi, il faut envahir l'espace.
envahir l'espace en produisant des analyses. Envahir l'espace en produire des analyses, c'est soutenir les politiques publiques. Parce que c'est ça, la vocation. Et renforcer le dialogue entre responsables politiques et les médias et les citoyens. Donc, sur ce, les amis, je vous remercie.